L'invitée de la rédaction ce matin est Laetitia Avia. Laetitia Avia, bonjour. Vous nous entendez ? Bonjour. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio J. Je rappelle que vous êtes députée LREM du 8e arrondissement de Paris et porte-parole du mouvement En Marche. Alors, avant d'en venir... Des 12e et 20e arrondissements. Voilà, je corrige. Très bien. Donc, avant d'en venir au cœur de notre entretien, je voulais évoquer avec vous la disparition, on l'apprenait donc hier soir, de Marielle Sarnez, l'ancienne ministre des Affaires européennes, députée de Paris et vice-présidente du MoDem. Quelle réaction vous inspire cette disparition ? C'est une grande tristesse. J'ai découvert cela en sortant de réunion et on était tous abasourdis. Elle a eu un combat, bien sûr, contre la maladie. On savait qu'elle était souffrante, mais apprendre le décès de cette femme si courageuse, si tenace, qui a un modèle pour tant de femmes politiques, vraiment une très grande tristesse et une pensée très chaleureuse à tous ses proches et à tous nos collègues du MoDem. Vous êtes donc, Laetitia Avia, à l'origine d'une loi qui porte votre nom, loi contre la haine en ligne, censurée, rappelons-le, par le Conseil constitutionnel. C'était en juin dernier. Alors, après la mort de Samuel Paty, les insultes antisémites visant Miss Provence ou encore les menaces à l'encontre de la jeune Mila, la fermeture par plusieurs réseaux sociaux des comptes de Donald Trump redonne donc de l'eau au moulin des partisans d'une régulation des GAFA. Et la loi contre la haine en ligne revient donc avec force sur le devant de la scène. Donc à propos de l'éviction de Donald Trump de Twitter, plusieurs élus, dont des membres de la majorité, dont vous faites partie, sont montés au créneau pour dénoncer une censure. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est dit lui-même très mal à l'aise face à l'initiative du réseau social, ou encore Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a estimé que la modération des réseaux sociaux devait être assurée par le peuple souverain, par les États et par la justice. Et vous, que pensez-vous de cette décision de Twitter concernant Donald Trump Est-ce que cette décision est justifiée et démocratiquement recevable ? Écoutez, je pense qu'on est tous d'accord en fait en réalité, c'est-à-dire que personne va monter au créneau pour défendre Donald Trump. Quand on regarde tout ce qu'il a publié, ce que cela a pu entraîner, ce sont des appels à l'insurrection, c'est le lendemain de l'élection des messages de désinformation. Il a eu plusieurs appels à l'ordre et il a continué ainsi. Et donc il y a un moment où quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impunité sur Internet, il faut que des mesures soient prises. Là où on est dubitatif, voire mal à l'aise pour certains, c'est quand on voit que cette décision, elle est prise par les réseaux sociaux et par Twitter, Facebook, au moment où ils souhaitent la prendre. Et quand ils souhaitent la prendre, c'est ça la difficulté depuis le début. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma première proposition de loi. Il y a la question de leur donner des injonctions de retrait, etc. Mais il y avait aussi tout un volet qui vise à les encadrer, les superviser. Aujourd'hui, elles ont une application aléatoire de leur mission, les plateformes. Elles le font quand elles veulent et comme elles le veulent. On a vu des personnes qui ont des comptes mais extrêmement haineux qui sont encore en ligne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que eux ne sont pas supprimés ? Et c'est là qu'on est mal à l'aise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser cette capacité à décider aux plateformes. Il faut que nous leur donnions un cadre de supervision pour leur dire ce qu'elles doivent faire, quand est-ce qu'elles doivent, si jamais elles doivent supprimer ou suspendre temporairement un compte, dans quelles conditions cela doit avoir lieu. Et c'est ça qu'on appelle de nos voeux, c'est ça ce contrôle démocratique, oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez au leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui affirme que le projet de loi contre la haine en ligne avait créé les conditions de l'instauration d'une censure privée, selon Jean-Luc Mélenchon en France, annonciatrice de ce qu'a décidé Twitter à l'égard du président américain ? Mais c'est tout à fait le contraire. Cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est connu largement. Et pourtant, les plateformes ont fait, et là, aux yeux de tous, parce que Donald Trump, il est connu, parce qu'il a 88 millions de followers, mais elles ont fait ce qu'elles font tous les jours.
Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent régulièrement pour me dire que leurs comptes sont censurés, notamment parce que, notamment sur Facebook, on ne peut pas avoir une paire de seins, par exemple. Donc, il y a des comptes qui sont censurés pour cela. Et c'est une plateforme, depuis toujours, qui est légitimée par une loi de 2004, qui est antérieure à l'arrivée même de Facebook en France, donc qui n'est pas forcément adaptée à leur fonctionnement. Et c'est là qu'on a besoin de changer la donne, d'encadrer les choses. Mais vraiment, c'est tout le contraire de ce que disait de ce que disait Jean-Luc Mélenchon. La loi n'a pas créé les conditions, puisque sans la loi, elles l'ont fait. Alors, pour le commissaire européen Thierry Breton, qui est chargé du numérique au Parlement européen, il y aura un avant et un après le 8 janvier 2021, donc la décision de Twitter. Une date qui restera comme la reconnaissance par les plateformes de leur responsabilité éditoriale et des contenus qu'elles véhiculent. Est-ce que vous partagez cette analyse? Et pour aller peut-être un petit peu plus loin, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de soumettre les réseaux sociaux à la loi encadrant la presse? Alors oui, pour moi, il y a un avant et un après. Alors, est-ce que c'est la reconnaissance par les plateformes de leurs responsabilités ou est-ce que c'est le fait que cela apparaisse aux yeux de tous? Parce que elles connaissent leur régime. Mais finalement, elles ont beaucoup joué sur les mots. Elles aussi ont essayé de véhiculer cette idée selon laquelle les réguler, ce serait limiter la liberté d'expression, alors qu'on savait très bien qu'en réalité, elles le font toutes seules et sans grand problème. Là, elles ne pourront plus se cacher derrière leurs petits doigts. C'est ce que change cette date du 8 janvier. Ensuite, leur donner une responsabilité éditoriale. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que aujourd'hui, leur donner une responsabilité éditoriale, ça veut dire qu'il va falloir aussi, du coup, qu'elles valident préalablement tout contenu publié. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour l'avenir? Est-ce qu'on veut que les réseaux sociaux soient un lieu où, avant qu'un contenu soit posté, on ait finalement la validation, la légitimation de notre propos, de notre expression par une entreprise privée? Là non plus, je suis pas à l'aise. Moi, je pense qu'il faut un tiers statut. Les plateformes, je les appelle des accélérateurs de contenu parce que c'est ce qu'elles font. Elles mettent en avant certains contenus, elles créent de la viralité. Et donc, il faut une régulation qui soit adaptée à ce statut spécifique. Stanislas Guérini, que vous connaissez bien, qui est le délégué général de l'REM, a déclaré dans une tribune au Monde hier que la protection des démocraties passe par l'invention d'un modèle de régulation de l'espace public. Comment et avec qui vous comptez y parvenir et quels seraient selon vous les contours de ce modèle de régulation ? On avance. Il y avait donc cette loi que j'avais portée, une loi allemande qui porte également sur la régulation des contenus illicites. Et là, à l'échelle européenne, le Digital Services Act qui a été présenté donc par Thierry Breton, qui va permettre de créer vraiment des obligations de diligence, de surveillance des plateformes. Ce qu'on leur dit, c'est vous pouvez pas juste vous dire, vous avez un outil, les gens l'utilisent comme ils veulent, et nous on détourne le regard. On leur demande de surveiller ce qui se passe et on les responsabilise si jamais leur outil est un lieu qui porte atteinte aux droits fondamentaux. Et quand je dis porte atteinte aux droits fondamentaux, c'est bien sûr les contenus haineux, c'est la liberté d'expression, c'est la libre information aussi, c'est lutter également contre tous les contenus de désinformation parce que les réseaux sociaux sont devenus aussi un lieu propice à la désinformation et ont un rôle extrêmement important dans le cadre des élections et de toute élection d'ailleurs aujourd'hui dans le monde. À l'échelle française, on va dès maintenant et dès la semaine prochaine réengager les travaux avec justement, dans le cadre du projet de loi principe républicain, des obligations de diligence, de surveillance pour une modération plus adaptée des plateformes. Alors une toute dernière question, Laetitia Avia, le temps passe très vite avant de clore notre entretien. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a le 8 janvier dernier publié sur son compte Instagram un échantillon de lettres de menaces de mort, d'insultes antisémites et homophobes qu'il venait de recevoir à son domicile. Il a annoncé porter plainte. Des attaques antisémites qui s'ajoutent à une longue liste. On citera notamment récemment celle visant Miss Provence. Comment combattre cet antisémitisme décomplexé aujourd'hui ?
C'est un fléau et celui qui a envoyé ce courrier abject à Gabriel Attal, on finira par le trouver. Je dis on finira par le trouver parce que c'est pas la première fois qu'il envoie un courrier de ce type. J'en ai reçu moi-même. C'est un vrai haineux de vraiment la pire race possible et donc on va le trouver. Et il payera de ses actes. Mais ce qu'on a vu également avec April Applebaum, c'est oui, il y a un antisémitisme décomplexé et encore une fois, le lieu où on le voit le plus, ça reste quand même les réseaux sociaux. C'est hallucinant le nombre de propos antisémites ou des propos antisionistes qui se cachent, de l'antisémitisme qui se cache derrière un antisionisme et qu'il faut absolument réguler. Et c'est là, je veux dire, si on n'a pas d'action de tous, des États, c'est-à-dire que derrière, il faut traduire les personnes en justice. Mais pour pouvoir les traduire en justice, il faut que les plateformes coopèrent. Il faut qu'elles nous donnent les éléments d'identification. Tant qu'elles ne feront pas ça, on ne pourra pas régler ce problème. Et tant qu'il n'y aura pas d'exemplarité de personnes qui seront condamnées, de communication sur ces condamnations, eh bien malheureusement, on n'avancera pas. Donc, on est en train de construire les bases de cela. On a lancé en France, c'est quand même une grande première, un parquet numérique qui a été lancé il y a quelques jours, début janvier. Il est rassemblé autour du procureur de Paris et ce sera le fer de lance de notre politique pénale en la matière. Laetitia Avia, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin sur Radio J. Très belle journée à vous.